essentiellement autobiographique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette création? Alors, donc, on l'a créé en novembre 2018 à Bruxelles. Et c'est effectivement une histoire biographique donc qui parle de mon histoire familiale, mais en lien avec la colonisation française en Afrique du Nord. Donc ça me semblait important de trouver une focale dans cette histoire qui a été tragique, bien sûr, à certains égards, mais aussi qui me paraissait importante à raconter aujourd'hui, où on voit une montée des nationalismes, on voit une montée importante du racisme, un repli, qui est bien sûr lié aussi à la crise économique, et donc on trouve tous les boucs émissaires qu'on peut. Enfin, quand je dis on, il ne s'agit évidemment pas de nous. Et donc ça me semblait important de mettre à disposition d'une certaine manière cette histoire, parce qu'il me semble que ça pouvait peut-être déclencher un désir de parole, et il s'est révélé que c'était le cas. Voilà. C'est vrai que dans votre spectacle, en fait, il y a une double mémoire, un double chemin vers la mémoire, à la fois votre mémoire personnelle, intime, et en même temps la mémoire de ces racines perdues et de ces événements qui ont contribué à ce que cette racine soit tue. Alors tout à fait, donc, ce que raconte Final Cut, c'est l'histoire d'un... Alors pourquoi ça s'appelle Final Cut? C'est parce que d'abord c'est le geste du réalisateur qui décide du montage final, et c'est aussi le moment où le film est fait, et donc la seule marge de manœuvre qui reste, c'est le montage. Donc il s'agit effectivement d'un montage qui unit ma mémoire personnelle avec une mémoire collective aussi douloureuse, puisque c'est celle du colonialisme, c'est aussi la mémoire de la guerre d'Algérie. Mon père était tunisien, donc du protectorat tunisien, et donc qui concerne énormément de gens, puisque au fond, en France, c'est une mémoire qui nous concerne tous. Et souvent une mémoire tue, enfin cachée, tout à fait. Parce que nous apprenons, nous spectateurs, divers événements, notamment cette bataille de 61, qui, personnellement, jamais je n'en avais entendu parler. Je pense que là, votre démarche est extrêmement salutaire. Alors la bataille de Bizerte, effectivement, très peu de gens en parlent, d'abord parce que l'Algérie et la Tunisie, ça a été quand même deux choses différentes pour la France. La guerre d'Algérie a été sanglante, l'Algérie était une colonie de peuplement, un département français, la Tunisie était un protectorat, mais ça n'empêche que c'était une colonisation en Tunisie. Effectivement, la bataille de Bizerte, ça a été le maintien d'une base militaire par De Gaulle jusqu'en 61, alors que l'indépendance a eu lieu en 56. Alors ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, dans la Tunisie post-révolutionnaire, il y a une instance qui s'appelle Vérité et Dignité, qui a réuni toute une série de documents sur la bataille de Bizerte et les milliers de victimes que ça a fait, et qui a transmis tout au gouvernement tunisien, qui veut demander réparation et parole autour de cette bataille qui est effectivement méconnue. Et ça, c'est tout récent? C'est tout récent, ça date d'il y a quelques semaines. Ah oui, carrément quelques semaines? Oui, quelques semaines que l'instance Vérité et Dignité a transmis les documents de ses recherches au gouvernement tunisien. Donc c'est la Tunisie qui va s'adresser à la France. Votre spectacle s'inscrit parfaitement dans cette démarche de reconnaissance et puis de vérité. Vous savez, je pense aussi qu'il s'inscrit dans quelque chose qui est vraiment très important, c'est que nous avons une mémoire commune. Et qu'on entend trop souvent, il y a des enfants d'immigrés. Ah, vous êtes d'où? Vous êtes de quelle origine? Pour des gens qui sont français. Nous partageons un sol commun. Moi, j'ai été éduquée en France, même si ma compagnie est en Belgique, que j'ai fait mes études à Bruxelles. Je me sens profondément française et nous possédons cette mémoire commune. Donc il nous s'agit de trouver un chemin, c'est ce que j'essaie de raconter aussi dans le spectacle. Un chemin qui nous permet non pas de pardonner, d'oublier, mais de trouver un chemin qui nous permet de vivre ensemble, qui nous permet d'être ensemble parce que nous partageons quelque chose de commun, déjà à commencer par un territoire. Et c'est vrai que ce que vous racontez passionne le spectateur qui est complètement avec vous. Est-ce aussi pour ça que dans le cadre de ce spectacle qui commence seul, finalement une présence familière, une présence chaleureuse, fraternelle,
un homme vient sur scène et vous accompagne? Alors, pour moi, c'était évident dès le début qu'il y aurait quelqu'un. Et donc, Final Cut raconte une enquête, donc aussi bien mon enquête de petite fille, où j'enquête dès le début pour savoir pourquoi on ne me parle plus de mon père, pourquoi il a disparu, et aussi une enquête qui passe par la psychanalyse, par l'analyse de l'histoire, par la littérature, et bien sûr par le théâtre, puisque j'ai fait des études théâtrales et puis que je suis devenue auteur et metteur en scène. Et donc, quand Pierre Verplanken, qui est mon partenaire, entre, il entre d'abord pour dire le théâtre arrive, et il y a aussi une enquête par le théâtre, par le biais de la fiction, puisqu'on répète cette scène de la mouette de Tchekhov, que j'ai montée comme metteur en scène, et où Pierre jouait Tréplet. Donc il y a une sorte de jeu dans le jeu. Et puis il est aussi le médecin. Il est le monde aussi que je rencontre. Quand c'est construit en plusieurs parties, quand la première partie se termine, c'est-à-dire l'enfance et l'adolescence, mais le monde vient. Et avec le monde, l'autre, les autres, qui m'accompagnent et qui font que je suis là aujourd'hui, bien sûr. Et là, ça ferait vraiment sens, enfin, on comprend, c'est vraiment clair et lisible pour le spectateur qu'on bascule dans un monde qui va accueillir finalement l'autre et qui va s'ouvrir au monde. Tout à fait, oui, c'est ça. Et ça, c'était aussi mon souci, et d'autrice et de metteur en scène, c'est que c'était une histoire complexe, donc il fallait que ça reste lisible pour le spectateur, que les gens ne se disent pas mon Dieu, où est-ce qu'on est là? Ça, c'était la première chose, et évidemment, éviter absolument tout pathos, éviter le fait que, parce qu'on parle d'une histoire personnelle, et même avec des moments tragiques, on emmène les gens dans « oh mon Dieu, la pauvre fille, c'est épouvantable, ce qui lui est arrivé ». Non, que ça puisse être un récit, comme le dit très bien Boris Cyrulnik, au fond, quand on parvient à faire un récit, alors ça veut dire que déjà quelque chose est sauvé. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Myriam, et je vous souhaite un très bel Avignon pour ce très beau spectacle. Merci. Très poignant. Merci beaucoup.